On continue? Oui, 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 je pense, on est prêt. OK. Rose, tu es là? Oui, c'est ça. Bien, bien. Donc, je vais vous continuer donc, cette partie au Moyen Âge. Là, on est à la fin du Moyen Âge où, on voit donc, cette, affirmation donc de ces sciences, donc, nationales françaises qui est en train de naître. Et donc, nous avons l'apparition, comme je disais tout à l'heure, d'une langue française scientifique, qui est en train de se créer et qui est en train d'ailleurs de codifier un peu, la langue française. Vous savez que la langue française est très logique, très grammaticale. Ça vient peut-être aussi du fait que, le français s'est construite à travers le développement des sciences. Et donc si le français devait exprimer les sciences, le français devait être une langue, donc tout à fait logique et rigoureuse. Alors, je voudrais, là vous parler d'une personne donc, qui s'appelle Gervais Chrétien, qui est écrit sur, j'ai écrit son nom sur le PowerPoint. Il est considéré comme étant le premier vrai physicien, c'est-à-dire au sens moderne, du terme. C'est le premier physicien français. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il s'appelle Gervais Chrétien et le premier peut-être auteur de littérature, donc français, très très célèbre, qui s'appelle Chrétien de Troyes. Et donc tout ça, bien sûr, ce sont des faux noms. Ce sont des noms de en français, on dit des noms de plumes, c'est-à-dire ce sont des noms, donc de publications. À cette époque, c'était tout à fait, normal, dans l'Antiquité aussi. Donc on publiait souvent sous un nom, un peu comme les artistes aujourd'hui, donc qui utilisent un faux nom. Donc les, écrivains, tout comme les scientifiques, pouvaient utiliser un faux nom. Mais là, vous voyez le nom qui a été utilisé. Tout à l'heure, je vous parlais pour l'écrivain qui s'appelle Chrétien de Troyes. Lui, ce premier physicien s'appelle Gervais Chrétien. Et donc, ils ont choisi les deux, l'écrivain et le physicien, le mot chrétien, parce que c'est pour montrer d'abord le rôle essentiel que joue donc l'Église catholique dans la littérature, mais aussi dans les sciences, et aussi pour montrer qu'ils respectent l'Église. Et c'était très important de dire ça parce que l'Église était très méfiante donc concernant la littérature et concernant les sciences. Et donc, en s'appelant Gervais Chrétien, il montrait à l'Église que ce qu'il écrivait était respectueux donc des textes théologiques et donc des textes chrétiens. Alors, qui est ce Gervais Chrétien? Donc, alors bien sûr, pour devenir célèbre, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille donc qui avait de l'argent. On pense que il est issu d'une famille noble, donc éduquée, fortunée. Et il va créer donc un collège. Et ce collège-là, qui portera le nom ensuite de Collège du Roi, donc avait vocation à former à la base des théologiens ou des hommes d'église. Puis, dans ce collège-là, on a commencé à rajouter donc des formations scientifiques. Alors, vous allez me dire encore une fois, mais même s'il y a un lien, même si l'Église et les sciences se parlent, comment on peut avoir des formations donc dans un même lieu qui forment des prêtres et des scientifiques? Aujourd'hui, ce serait un peu bizarre. Mais pas à cette époque, tout simplement parce que c'était un moyen pour l'Église donc de surveiller donc ce que faisaient les scientifiques. Et à ce moment-là, donc c'était très 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 important de faire cela. Et c'est ce qu'on appellera donc l'enseignement des sciences licites. Licite, ça veut dire acceptable. Et acceptable par le roi, acceptable par l'Église. Alors, quelles sont ces sciences acceptables qu'on pouvait enseigner à l'époque?
c'était ce qu'on appelle les sciences mathématiques. Et voilà la raison pour laquelle la France va devenir un pays si fort en mathématiques, parce que les mathématiques étaient considérées comme la science la plus acceptable et la plus utile en même temps. C'est utile et acceptable. Alors pourquoi les autres ne seraient pas acceptables? Parce que la médecine, par exemple, c'était quelque chose que l'Église critiquait très, très, très violemment, tout simplement parce que pour pouvoir faire des découvertes médicales, il fallait ouvrir les corps. Et ça, ouvrir le corps, c'est quelque chose d'inacceptable pour l'Église, parce que c'est le corps et l'âme. Là, les médecins étaient très, très, très fortement surveillés par l'Église. Ensuite, la physique, c'est encore plus contestable, et nous allons le voir après, parce que ça a été tout le débat, notamment de l'astronomie, de savoir qui est au cœur de la galaxie. Est-ce que c'est le Soleil et tout le monde, enfin, toutes les planètes tournent autour du Soleil, ou est-ce que c'est la Terre qui est au cœur de la galaxie et les autres qui tournent autour de la Terre? Alors, la Bible avait dit que c'est la Terre qui est au centre de la galaxie. Or, les scientifiques vont démontrer que c'est faux. Et là, l'Église ne va absolument pas accepter qu'on puisse remettre en cause la Bible. Et donc là, les physiciens vont être attaqués. Donc, vous voyez là, que ce soit dans la biologie, la médecine, la physique, il y avait de quoi avoir des conflits avec l'Église, mais pas avec les mathématiques. Les mathématiques, c'était des chiffres, c'était notamment l'architecture. On pouvait construire de jolies cathédrales. Vous savez, quand on va en Europe, les plus grands monuments, ce sont les cathédrales médiévales du Moyen Âge. Et donc, les mathématiques servaient même la gloire de l'Église. Parce que si grâce aux mathématiques, on pouvait construire des cathédrales qui montrent la grandeur de l'Église catholique, c'est même une science tout à fait utile. Et donc, pendant des siècles et des siècles, les mathématiciens, donc, on va encourager les mathématiques et on va enseigner les mathématiques, on va donner de l'argent pour les mathématiques parce que l'Église en a besoin pour ses bâtiments notamment, et aussi parce que ce n'est pas critiquable. Et donc, la France va développer une compétence tout à fait particulière pour les mathématiques qui vont continuer jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors, tout à l'heure, quand je parlais Rose, tu peux me montrer la page d'après, s'il te plaît? Non, dans ces cas-là, tu peux revenir. Non, oui, tu peux rester là pour l'instant, quelques secondes. Euh, le roi qui va montrer vraiment un grand changement dans l'histoire des sciences en France, ça va être ce roi-là, Charles V. Alors, Charles V, il est au XIVe siècle. Il est confronté donc aux guerres de Cent Ans. La fin du Moyen Âge va être terrible parce que nous avons les croisades, les guerres contre l'islam, qui sont des guerres totales de toute l'Europe contre le monde arabo-musulman. Nous avons la guerre de Cent Ans, dans laquelle la France et l'Angleterre vont se faire des guerres pendant 5 générations. Et aussi, nous avons la peste. Et s'il y a bien quelque chose qui a remis en cause les sciences, c'est bien la peste, parce qu'un tiers de la population va mourir de la peste. Et quel était le constat? C'est que les scientifiques étaient, et surtout les médecins, étaient nuls. Et on se demandait, mais pourquoi ils étaient aussi mauvais? Tout simplement, là aussi, parce qu'on s'est dit, mais parce que l'Église nous empêche de faire des recherches plus avancées. Et on a donc commencé à remettre en cause cette tutelle de l'Église sur les sciences. Et le premier roi qui va vraiment changer les choses, c'est ce roi Charles V, qui va mettre même de l'argent pour créer des bourses. Et ces bourses-là vont permettre de chercher des jeunes, des jeunes qui ont une compétence particulière pour les sciences. Et dans toutes les grandes villes du royaume, Charles V donc, va payer des étudiants
pour qu'ils puissent étudier les sciences, pour que former de futurs scientifiques qui vont servir donc le roi. Et donc là, on se retrouve finalement, on avait des sciences contrôlées par l'Église à tout d'un coup à ce que j'ai appelé les sciences nationales. C'est-à-dire que Charles V dit on a besoin des scientifiques, absolument, parce qu'il faudra ensuite soigner pour la peste, il y aura ensuite la colonisation, il y aura les grands voyages, les découvertes, et donc tout ça fait qu'on a besoin de scientifiques. Et ce besoin-là de scientifiques donc, va faire que l'État et donc les rois successifs vont investir beaucoup dans la formation des scientifiques. Page suivante. Alors, bien sûr, quand on parle des sciences, quand on parle d'esprit français ou de culture française, on ne peut pas éviter notre philosophe national, donc Descartes. Alors, d'ailleurs, ce mot, le nom de Descartes est devenu un adjectif, puisque on dit quelle est la particularité ou la spécificité des Français. Les Français sont cartésiens. Cartésien, ça vient de Descartes, donc c'est son nom de famille qui a été transformé en adjectif. Et donc, être cartésien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord être analytique, mais surtout avoir un esprit scientifique. Et c'est quelque chose là aussi qu'on a tendance à oublier et à ne pas répéter. Donc, dans les départements de français, un français est cartésien parce qu'un français a l'esprit scientifique. Et ça, c'est un héritage de Descartes. Descartes, c'est à la fois un philosophe et un scientifique. Il ne faut pas oublier que Descartes est un scientifique. Notamment pour ceux qui font des sciences. Vous savez que quand on fait des sciences, il y a des fractions, c'est-à-dire on dit A plus B égale C, et donc on a des lettres. Bien, il se trouve que ces lettres-là, en partie, c'est Descartes qui a inventé ce système de lettres et dans le monde entier, aujourd'hui, on utilise ce système de lettres dans les mathématiques. Donc, c'est dû en partie par le travail de Descartes. Alors, cette pensée-là, donc, fera que, d'ailleurs, la phrase que j'ai écrite sur le PowerPoint, c'est une phrase de Descartes. Il dit: «Le français est la langue de la raison, tandis que les autres langues répètent les livres anciens». Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire les autres langues finalement ne sont pas créatives. Elles ne font que répéter, 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 répéter. Tout à l'heure, c'est ce que je disais un peu par rapport donc à l'anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise l'anglais donc pour pouvoir communiquer. Mais dès qu'on veut faire preuve de créativité, on va revenir vers sa langue nationale. Et là, c'est quelque chose qu'avait parfaitement identifié Descartes et il dit que le français sera et reste et restera la langue de la raison scientifique. Et donc page suivante, Rose, que je vois où est-ce que la suite de ce PowerPoint. Oui, donc ça nous permet d'arriver donc sous notre grand roi. Tout à l'heure, je parlais de Descartes comme notre grand philosophe, mais notre grand roi, c'est Louis XIV, bien sûr. Et Louis XIV, s'il a été aussi grand, c'est grâce à donc, à ses réussites donc, scientifiques. Alors pourquoi? Parce que bon, Louis XIV, c'est lui qui a eu le règne le plus long. D'ailleurs, on s'était posé la question, est-ce que la reine Élisabeth II d'Angleterre allait régner plus longtemps que Louis XIV? Puis finalement, non. Elle est décédée donc un peu avant. Mais Louis XIV a traversé tout un siècle entier, dans lequel donc il a donc permis le développement
donc de savoir-faire et il savait que c'était uniquement par les avancées scientifiques qu'il pourrait être un roi puissant. Et donc, il a été notamment le roi de la colonisation et de la colonisation américaine. Vous savez qu'il y a un État au sud des États-Unis qui s'appelle la Louisiane. Et la Louisiane vient de Louis, ça vient de Louis XIV. Et à part qu'à l'époque, le territoire de Louis XIV, et donc la colonisation voulue par Louis XIV était beaucoup, beaucoup plus grand parce que ça faisait à peu près un tiers des États-Unis actuels. Et finalement, que va faire Louis XIV? Donc, dans son époque, il va faire deux choses. Il va à la fois financer la littérature, nous le savons, c'est un homme de théâtre, Louis XIV. Lui-même participait donc à des pièces de théâtre. Et c'est grâce à lui que nous avons pu avoir le talent de Molière. Et donc, quand Molière donc, faisait donc, présenter des pièces de théâtre, donc Louis XIV jouait dans les pièces elles-mêmes, même quand c'était une pièce qui critiquait le roi. Donc ça montrait à quel point Louis XIV était un roi intelligent, au sens de, pas au sens de connaissance, mais qu'il avait un esprit critique et qu'il était capable d'avoir une autocritique. Donc, alors c'était pas un roi très, très éclairé non plus, mais en tout cas, c'était un roi qui avait compris l'utilité à la fois de la littérature, des arts, des sciences humaines et des sciences. Pour lui, financer les sciences, c'était donc permettre donc à la France d'être une grande puissance. D'ailleurs, le seul moment où la France a dépassé la puissance de l'Angleterre, c'était à l'époque de Louis XIV. À l'époque de Louis XIV, la France est plus puissante que l'Angleterre. Et c'est grâce à ce virage-là où il oblige donc l'État à financer donc des scientifiques et aussi il a créé donc un comité, un conseil de scientifiques et quand il prend des décisions importantes, donc il demande conseil à des scientifiques. Alors, aujourd'hui, pendant le Covid, on a beaucoup parlé de ça, puisque, notamment en France, on avait un comité de scientifiques que le président Macron pouvait consulter pour prendre toutes les décisions liées au Covid. Et en fait, donc, Louis XIV, c'est lui qui a mis ça en place. Il a dit les hommes politiques ne sont pas des scientifiques, et donc il fallait qu'il ait l'aide des scientifiques pour prendre des décisions. Et c'est ce que lui a fait. Alors, aujourd'hui, on pourrait peut-être appeler ça le ministère des Sciences. Donc, à cette époque, bien évidemment, il n'y a pas de ministère, mais il avait peut-être créé l'ancêtre donc, de ce ministère des Sciences. Et bien sûr, nous avons donc la colonisation, nous verrons un peu après, que la colonisation a permis de faire de grandes découvertes scientifiques pour la France, parce que la France se retrouvait dans des territoires très différents, avec des plantes différentes, des populations différentes, avec un climat différent. Et donc, ça a permis de très, très grandes découvertes. Et l'Europe s'est retrouvée au cœur du rassemblement de toutes ces sciences-là du monde entier. Et la colonisation, c'est aussi là quelque chose qui va permettre à l'Europe d'être le cœur mondial des sciences et donc le cœur mondial de la puissance politique. Parce que si on est le plus moderne scientifiquement, on est le plus puissant politiquement. La page suivante. Le première expérience, oui. Alors là, c'est une photo que je vous ai mis pour vous montrer la les expériences qu'on pouvait faire donc à l'époque des rois. Là, vous voyez donc, on a essayé la première expérience de montgolfière en 1783. Et là, on était bien sûr à la cour de Louis XVI. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on n'a pas fait ça donc, dans un laboratoire ou dans une université, pas du tout. On est allé à la cour du roi.
c'est à la cour du roi qu'on a fait cette expérience scientifique. Ça montre là ce que j'appelle les sciences nationales. C'était les rois ont parfaitement compris que la maîtrise des sciences, c'est quelque chose de politique. Ce qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner. On est en train d'abandonner les sciences comme sujet politique pour en faire un sujet peut-être commercial, peut-être. Et c'est probablement pas quelque chose de forcément toujours bien. Là, dans cette expérience que nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour cette montgolfière? Donc, quand on a lâché cette montgolfière pour partir, on avait très peur parce qu'on s'est dit: «Si on met quelqu'un dedans et que ça s'envole et que la montgolfière retombe, et s'il y avait des morts, ça serait catastrophique pour la réputation du roi». Et donc, du coup, on a dit: «On va pas mettre de gens dedans, on va mettre des animaux». Et dedans, ils ont mis 3 animaux dans la montgolfière. Ils ont mis un mouton, un coq et un canard. Alors, pourquoi ces 3 animaux? Personne ne le sait. Mais en tout cas, on a mis ces 3 animaux-là et la petite anecdote, c'est que le mouton s'appelait Monte au ciel. Alors, c'était un peu tout l'humour, de cette époque des scientifiques. Mais en tout cas, au-delà un peu du côté, spectaculaire, de la mise en scène voulue par le roi, c'est grâce à ces montgolfières, par la suite, que ça a été une grande avancée, militaire. Parce que grâce à ces montgolfières, on pouvait voir, arriver des armées étrangères de très loin. Et là, maintenant, on n'a plus aucun doute sur le fait que, science, égale armée et donc égale puissance politique. Page suivante.